Synchronex, c'est le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales, les CCTT. C'est 1500 experts de l'innovation technologique et sociale qui travaillent à tous les jours avec les entreprises et les organisations d'ici pour les aider à innover davantage afin qu'elles soient plus efficaces, plus compétitives et plus productives. Actifs dans tous les domaines, de l'intelligence artificielle à l'éducation, en passant par l'agroalimentaire, le manufacturier innovant, les technologies vertes et l'intégration des immigrants, pour n'en donner que quelques exemples, chaque CCTT est bien ancré dans sa région et dans son domaine. Chaque CCTT est une porte d'entrée sur tous les autres. Nos clients adorent travailler avec nous et voici pourquoi. Si on est entrepreneur, on recherche des partenaires qui vont venir compléter ce qu'on a le goût de faire. Et je pense que les CCTT, en fait, pour moi, inédit, est venu rendre ce projet-là viable et commercialisable et qui en a fait un grand succès. Vraiment, on pourrait dire que les CCTT nous ont permis à Inno3B de nous développer beaucoup plus rapidement et de rester très compétitifs en avant du peloton. En 3 mots, adaptabilité, rigueur et accompagnement. Faire affaire avec un CCTT nous a permis de rester en avant. Aujourd'hui, la technologie avance tellement vite, on a besoin d'être au courant des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, ce qui s'offre aux entreprises. Annuellement, plus de 5000 entreprises travaillent avec nos experts dans la réalisation de plus de 10 000 projets d'innovation. Oui, l'essayer, c'est l'adopter. Nos clients apprécient tellement travailler avec nous qu'ils reviennent plusieurs fois. Vous aussi souhaitez innover? Améliorer vos produits, vos procédés ou vos processus? C'est simple, faites le www.synchronex.ca. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente, mon nom est Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la deuxième édition de notre grande tournée manufacturière. Donc, vous savez qu'on a plusieurs membres, évidemment, dans notre réseau de chambres et à la Fédération qui sont du secteur manufacturier. Ça fait longtemps qu'on se préoccupe des changements et des défis qui ont cours dans le secteur manufacturier. Alors, au cours des prochaines semaines, on aura l'occasion de faire le tour du Québec pour en parler avec mes collègues que je vous présenterai donc dans quelques instants. Je profite de l'occasion pour vous mentionner que la tournée est une collaboration donc de notre réseau de chambres. Il y a 130 chambres de commerce qui sont affiliées à la Fédération. Aujourd'hui, on est en Abitibi-Témiscamingue avec mes collègues de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. D'ailleurs, je salue la présence donc de Valérie Morin, directrice générale, et Guillaume Gauthier, qui est premier vice-président. La tournée est une collaboration d'un nouveau partenaire à la Fédération. Vous venez de voir une vidéo qui illustre fort bien l'impact de notre partenaire dans l'économie québécoise, donc Synchronex, qui est le réseau donc, des centres collégiaux de transfert et de technologie et de pratiques sociales novatrices, les CCTT. Et je salue donc la présence de Marie Gagné, qui est présidente directrice générale, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger dans les dernières semaines. Alors, merci Marie de votre engagement avec nous au cours des prochaines semaines. Alors, je vous mentionnais que la tournée se ferait en 10 arrêts virtuels partout au Québec. Alors, on est en Abitibi ce matin et on aura l'occasion, donc, au cours des prochaines semaines, de collaborer avec les chambres de commerce, donc Bois-Franc-Érable, Haut-Richelieu, du Lac-Saint-Jean-Est, de la MRC de Rivière-du-Loup, Gatineau, Brome-Missisquoi, MRC de l'Assomption, Thérèse de Blainville et Montréal-Nord. Alors, simplement pour vous illustrer comment on aura l'occasion donc d'aller parler des réalités manufacturières partout au Québec. L'objectif de la tournée, si c'est votre première fois avec nous, c'est vraiment d'échanger sur les enjeux, mais surtout sur les opportunités auxquelles vont faire face finalement les entreprises manufacturières. Et on le fait à travers ce qu'on appelle une série de 12 transitions. Donc, des transitions durant lesquelles les entreprises vont devoir apprendre à se réinventer. Et à chacune des rencontres, on va mettre en lumière une de ces transitions-là. Et donc, aujourd'hui, on mettra en valeur la transition qu'on appelle préventive. Alors, nos conférenciers que je vous présente à l'instant auront l'occasion de vous donner plus de détails.
Vous les connaissez peut-être, ce sont des gens fort connus dans le secteur de la consultation, dans le secteur de la stratégie manufacturière aussi. Alors, Louis Duhamel, avec qui on collabore depuis longtemps, et son protégé, je dirais, hein, qui maintenant est aussi très connu par lui-même aussi, donc notre bon ami Antoine Audy-Julien, donc tous deux de la firme Deloitte. Et donc, la présentation de Louis et d'Antoine sera suivie d'un échange avec un entrepreneur de votre région, donc de la compagnie Technosob, qui viendra justement partager ses secrets et ses trucs pour réussir dans le secteur, dans le tumulte qu'on connaît en ce moment au niveau de l'économie québécoise. Alors, sans plus tarder, je voudrais céder la parole à mon collègue, donc vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, M. Guillaume Gauthier, et je vous remercie de nous avoir choisis ce matin. Guillaume. Bien, bon matin tout le monde. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous en tant que premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. C'est aussi un plaisir pour nous de recevoir, d'être les premiers dans l'ordre alphabétique, donc de recevoir la première arrêt de la tournée manufacturière du regroupement des chambres de commerce. Cet événement-là, c'est un moment de prendre un temps d'arrêt pour réfléchir aux enjeux de notre secteur. Secteur qui a une grande importance dans le développement et la vigueur économique de notre région. J'espère que vous allez passer un bon moment. Sans plus tarder, je vous présente la représentante du partenaire officiel de cette grande tournée manufacturière. Depuis plus de 20 ans, Mme Gagné agit comme gestionnaire d'entreprise et d'organisation engagée en innovation. Ayant participé au démarrage d'une entreprise issue de résultats de recherche universitaire et intervenant depuis plusieurs années avec le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices, les CCT, elle comprend et maîtrise finement les enjeux liés à l'innovation pour les entreprises et les organisations québécoises. À titre de présidente directrice générale de Synchronex, le réseau des CCT, c'est de façon quotidienne qu'elle intervient pour aider les entreprises et les organisations à se démarquer sur la scène locale et internationale. Je cède donc la parole à Mme Marie Gagné. Merci. Monsieur Gauthier, Charles, chers entrepreneurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être en Abitibi ce matin et de me joindre à la grande tournée de la Fédération des chambres de commerce. Dans le contexte actuel du confinement, se déplacer, ne serait-ce que virtuellement, est vraiment apprécié. Et j'aime particulièrement votre région pour ses grands espaces. J'ai vraiment hâte d'y retourner. Trêve de nostalgie, ma visite ici ce matin est importante. La pandémie actuelle vient chambouler les modèles d'affaires établis et vous oblige, comme entrepreneur, à réagir rapidement pour maintenir votre positionnement stratégique ou pour saisir les nouvelles opportunités d'affaires parce que la pandémie en apporte aussi son lot. Que l'on parle de commerce électronique, de numérisation, de développement de protocoles pour tester des nouveaux matériaux pour la fabrication d'équipements sanitaires, d'agriculture plus durable, de logistique du transport ou tout autre enjeu pour lequel innover pourrait vous aider, les centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales, les CCTT, que je représente, sont là pour vous aider. C'est un réseau de 1500 experts terrain qui travaillent avec des entreprises et des organisations comme la vôtre, à la grandeur du Québec, pour les aider à améliorer leurs processus, leurs procédés, leurs produits, leurs pratiques. D'ailleurs, il est démontré qu'une entreprise qui travaille avec un CCTT a un volume de vente 17% plus élevé qu'une entreprise similaire qui ne travaillerait pas avec un CCTT. Ça fait réfléchir, non? 17% de plus de ventes, ça vous intéresse? Chaque CCTT se spécialise dans un domaine d'activité qui va de l'agriculture aux nouveaux matériaux, en passant par l'énergie, dont les énergies renouvelables, les biotechnologies, les ressources forestières, le manufacturier innovant, les technologies environnementales, le tourisme, la santé, l'éducation, pour n'en nommer que quelques-uns. Ici, en Abitibi, vous avez la chance d'avoir à Rouyn le Centre technologique des résidus industriels, le CETRI. Mais vous n'êtes pas limité à travailler qu'avec le CETRI, et ça, même si Assine et son équipe sont des gens d'exception. Vous pouvez aussi faire appel aux autres CCTT du réseau qui ont d'autres expertises pour répondre à d'autres besoins.
Les CCTT sont des collaborateurs que vous devez privilégier si vous souhaitez rendre votre organisation ou votre entreprise plus innovante, plus compétitive, plus efficiente. Les CCTT sont malheureusement un secret trop bien gardé et nous croyons sincèrement que vous devez collaborer avec eux, qui plus est, en ces temps particulièrement difficiles. De plus, en fonction des projets et des risques associés, certains programmes de financement avantageux pourraient s'appliquer pour la réalisation de vos projets avec les CCTT. Les CCTT seront en mesure de vous informer à ce sujet. Annuellement, les CCTT travaillent avec 5 000 entreprises dans la réalisation de 10 000 projets d'innovation. Nos clients sont satisfaits, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et reviennent plusieurs fois dans une même année, mais aussi année après année, car comme vous le savez, demeurer compétitif, c'est une bataille de tous les instants. Donc, si vous souhaitez saisir les nouvelles opportunités d'affaires et que vous avez besoin d'aide, si augmenter vos ventes de 17 % vous intéresse, n'hésitez plus, faites le www.synchronex.ca et vous trouverez des experts pour vous aider à devenir plus compétitif. Monsieur Gauthier, je vous redonne la parole. Eh bien, effectivement, ça fait réfléchir tout ça. Puis, ce que la dernière année nous a appris, c'est que tout peut changer autour de nous très vite. Donc, la nécessité d'innover qu'on savait déjà là prend tout son sens. Donc, sans plus tarder, je vous présente, je cède la parole à nos deux animateurs, donc Louis Duhamel et Antoine Audy-Julien. Alors, j'espère que vous allez passer un bon moment en leur compagnie. Bonne activité à tous. Merci beaucoup, Guillaume. Très gentil. Bienvenue, Louis. Je te laisse la parole. Merci, Guillaume. Alors, bonjour à toutes et à tous. Heureux de présenter aujourd'hui, dans le cadre de l'événement inaugural, ma foi, de la deuxième grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce. Alors, nous sommes très heureux de reprendre le collier, comme on dit. Alors, merci à la FCCQ et son PDG, Charles Milliard, à Synchronex et sa PDG, Marie Gagné, ainsi qu'à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda et son premier vice-président, Guillaume Gauthier, ainsi que aussi sa directrice générale, Valérie Morin, qui est avec nous. Merci de nous recevoir chaleureusement et d'avoir réuni la communauté d'affaires locale pour nous ce matin. J'aurai le plaisir de faire cette présentation en duo avec celui qu'on a qualifié de mon protégé. J'ai quand même aimé le nom. Alors, tâche de t'en souvenir, Antoine, s'il te plaît, que dorénavant, d'après Charles Milliard, tu es mon protégé. Trêve de plaisanterie. Je voudrais souligner que nous sommes en pleine semaine de la Journée internationale des femmes. Le secteur manufacturier, avec 475 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects, n'a qu'à peu près un quart de ses effectifs qui est représenté par le contingent féminin. Alors, je pense qu'on doit faire plus et on peut faire plus et on doit faire mieux. Et juste à l'annonce hier de la journée, on a vu les médias sociaux, toutes les entreprises manufacturières qui, justement, souhaitaient être du bon côté de cette solution. Alors, c'était merveilleux de voir l'engouement pour la Journée internationale des femmes. COVID-19 oblige, il s'agit de la troisième mouture ou version de l'ère des transitions, ce qu'on n'avait pas prévu au départ. Alors, on a eu l'avant, le pendant et l'après. La présentation qu'on fait aujourd'hui, c'est celle de l'après. Donc, on peut maintenant voir la sortie de crise à l'horizon. Il est plus que temps pour les entreprises de préparer un retour réussi à une certaine normale qui est encore difficile à cerner. Aujourd'hui, la transition vedette, comme Charles le disait tout à l'heure, c'est la transition préventive. Et j'aimerais remercier Éric Beaupré, PDG de Technosub, de se prêter au jeu et d'être avec nous ce matin pour partager ses opinions sur comment l'entreprise a vécu COVID-19 et comment on ressort de COVID-19. Notre présentation est en deux parties. Un rappel de la contribution du secteur manufacturier à l'économie du Québec dans un premier temps avec Antoine. Et on va passer à travers les transitions par la suite. Mais avant, visionnons un court vidéo d'introduction et je suppose qu'Antoine aura quelques consignes à nous donner également.
C'est exact. Merci, Louis. Comme vous avez vu, la présentation qui a disparu, on se prépare à présenter une petite vidéo. Simplement, pour ceux qui se sont présentés avant, vous l'avez déjà un peu vécu. Parfois, une vidéo présentée sur Zoom, hein, ça lag un petit peu, il y a des petits décalages avec le son. Parfois, le volume va être un petit peu plus élevé, donc on s'en excuse à l'avance, juste à rester prêt à peut-être baisser le volume si c'est un petit peu trop fort dans vos oreilles. Pour la suite, également, durant l'événement, n'hésitez pas aux questions-réponses, n'hésitez pas à les poser dans la section questions-réponses ou encore une fois dans le chat. On va les prendre à la toute fin, mais en cours de route, n'hésitez pas à les mettre. Ça nous fait toujours plaisir de les voir, de pouvoir les lire et de pouvoir déjà les diriger vers les bonnes personnes le moment venu. Et pour ceux qui vont inévitablement poser la question, pour la présentation d'aujourd'hui, elle va être rendue disponible dans une certaine forme. Il y a un synopsis de l'étude qui est présentée aujourd'hui qui va vous être envoyé au courant des prochaines semaines. Donc, comme disent les Anglais, stay tuned. Sur ce, on vous présente une petite vidéo de démarrage. À tout de suite. Face à une époque où la seule constance est la fréquence et la vitesse des changements, où produits, compétences et procédés sont appelés à sans cesse évoluer, où l'agilité est plus que jamais gage de pérennité, c'est à toutes les organisations que le défi est lancé. que les acteurs du secteur québécois de la fabrication réussiront à tirer le plein potentiel de l'ère des transitions. Au nom de Desjardins et de ses membres, à travers toutes les régions du Québec, je vous souhaite une excellente présentation. Alors, comme il se doit, nous aimerions remercier nos partenaires pour la partie contenu de l'événement, c'est-à-dire Desjardins, qui est présent dans toutes les régions du Québec auprès des entreprises manufacturières, le Fonds de solidarité, qui est un des portefeuilles manufacturiers les plus importants au Québec et, ma foi, même au Canada. On remercie également Nordastello, la Société d'ingénierie québécoise spécialisée en automatisation avancée et investissement Québec CRIC, qui est la vice-présidence technologique d'Investissement Québec, qui est en charge de la transition des entreprises vers le manufacturier innovant depuis déjà avril dernier, bientôt 1 an maintenant. Merci également à PROM, qui est un organisme voué au financement des partenariats de R&D avec le milieu de la recherche. CRIM, l'organisme d'appui spécialisé dans l'analytique de données. Et l'INO, qui est le grand centre de recherche d'envergure canadienne spécialisé en photonique et en Internet des objets. DEL, maintenant, l'organisme d'appui au développement économique et un centre d'expertise industrielle pour but d'accélérer la cadence de la transformation numérique des manufacturiers. PRIMA, pour la recherche et l'innovation des matériaux avancés. La SDED, la Société de développement économique de la MRC de Drummond. Et BCF, avocat d'affaires. Le cabinet de relations publiques nationales et son équipe manufacturière, le CETEC, la Société d'État, le Centre de transfert d'entreprises du Québec, qui a comme mission le défi du reprenariat. Bridger, la plateforme numérique de maillage visant à assurer le virage numérique et technologique des entreprises. Processia, chef de file dans le domaine de la gestion du cycle de vie de produits et d'intégration de systèmes. Et le groupement des chefs d'entreprise, le réseau de propriétaires d'entreprises qui réunit et connecte les entrepreneurs afin qu'ils progressent par l'enquête. Mais sans plus tarder, commençons avec le premier sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, un point d'avancement sur le secteur manufacturier. On le sait, avant la crise, tous les voyants étaient ouverts dans le secteur manufacturier qui était plus dynamique que jamais. La création de richesses pour tous les Québécoises, tous les Québécois
secteur manufacturier qui agissait là, autant dans l'ombre comme au soleil, comme le moteur de l'atteinte de tous les objectifs économiques du Québec. Est-ce que tout ça a changé avec la COVID? Est-ce qu'on repart de la case départ? La première chose à savoir, c'est que les objectifs du gouvernement, naturellement, ont évolué avec le temps. Il y en a certains qui sont demeurés et d'autres qui se sont introduits. Mais la chose qui est certaine, c'est qu'on pense que non, ce n'est pas le cas. On ne repart pas à la case départ. Le secteur manufacturier demeure une carte maîtresse pour une sortie de crise réussie. Et voici pourquoi, vous le voyez à l'écran, des emplois bien rémunérés entre 25 et 30 $ de l'heure. Ça, c'est un des objectifs du gouvernement. On le sait, le secteur manufacturier, c'est pas compliqué. C'est le champion des emplois payants. C'est 17 % de plus que les services au niveau de la rémunération des employés en moyenne. Donc, tout de suite, on le voit, création de richesse au niveau des emplois. Le deuxième objectif du gouvernement qui était d'accélérer les investissements des entreprises en innovation et en productivité. On le sait, le secteur manufacturier, c'est pas compliqué, c'est le champion de l'innovation et de la productivité. Plus d'$1 sur 2 des dépenses en innovation R&D viennent du secteur manufacturier. Donc, on sait que la majorité de l'innovation provient ou est issue du secteur manufacturier, secteur de la fabrication. Et du côté de la productivité, c'est 57 $ de l'heure de création de richesse au PIB. Donc, pour chaque heure travaillée par un employé manufacturier, c'est 57 $ qui s'ajoutent à la richesse collective. À noter que c'est le premier contributeur dans l'économie québécoise, excepté l'extraction minière, pétrolière et gazière, qui est dans une classe à part, qui a une réalité assez différente des autres. Et c'est le secteur manufacturier qui a vécu la plus grande croissance à ce chapitre dans la dernière année ou deux. Donc, on voit là, de ce côté-là une augmentation au niveau de la productivité. Le troisième objectif, c'est les exportations. 50 % du PIB qui est un objectif. Le secteur manufacturier qui est le champion des exportations, c'est 2 fois plus au niveau des exportations que les services et c'est 8 fois plus que les ressources naturelles, donc le premier contributeur dans l'économie du Québec. Donc, si on veut atteindre un objectif au niveau des exportations, ça passe inévitablement par l'avènement ou le succès du secteur manufacturier. Et le dernier, c'est le nouvel objectif. C'est sûr que celui-là, disons qu'on ne se le cachera pas, il vient d'arriver suite à la situation de la crise sanitaire qu'on a vécue. Un retour à l'équilibre budgétaire dans les meilleurs délais possibles. Il ne faut pas se le cacher, c'est un objectif. Mais le secteur manufacturier, c'est le champion des finances publiques. 13,5 milliards de dollars de revenus fiscaux et parafiscaux. 10 milliards au Québec et 3,5 milliards au Canada. Donc, c'est certain qu'avec des contributions comme ça à l'assiette fiscale et parafiscale, c'est une contribution majeure à garder un sain équilibre budgétaire au niveau des finances publiques. Donc, sans plus tarder, Louis, je te laisse pour la suite d'une perspective régionale maintenant. Oui, tout à fait. Le secteur manufacturier, c'est l'épine dorsale des régions du Québec, des 17 régions administratives. On voit qu'au niveau, la colonne du centre, où la masse critique est plus forte, à ne pas s'en surprendre, ce sont dans les villes-centres. Donc, Montréal, dans un premier lieu, Montréal, je dirais, et ses 2 rives, alors les Laurentides et la Montérégie. Et même chose du côté de Québec, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. Reste que ça n'est qu'une partie de l'histoire, parce que si vous regardez à gauche, vous voyez là l'importance du secteur manufacturier dans l'économie des régions. Et ici, c'est le Chaudière-Appalaches qui est la région où le secteur manufacturier compte le plus dans son 100 % de PIB, donc 28 %. Le centre du Québec, 25 %. L'Estrie, 21 %. Le Saguenay, la Montérégie. Et aussi de voir comment ça bouge, la croissance. Et on voit que des régions qui ont peut-être moins de masse critique manufacturière, mais qui sont en croissance, comme la Gaspésie, par exemple, même le nord du Québec. Et donc, toutes les régions québécoises tentent de développer davantage le secteur manufacturier pour les raisons qu'on a déjà mentionnées. C'est parce que c'est le secteur de la création de richesse, le secteur de l'innovation, le secteur de la productivité, le secteur des exportations, le secteur de tout ce qui est important, finalement, dans notre économie. Donc, pour la suite, c'est pas compliqué. On parle d'une ère des transitions. Il faut bien en parler, des fameuses transitions. Donc, on en a identifié 12. De la façon dont on a identifié cette réalité-là, c'est pas compliqué. Il y a 12 transitions qu'on a vues qui allaient avoir un impact transformationnel sur notre économie, sur notre société. Et cette ère des transitions-là, c'est un changement de paradigme complet dans notre économie. Et c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui.
Certaines, on les a vues, sont plus préoccupantes, d'autres sont plus habilitantes, mais dans tous les cas, c'est 12 transformations. Celles qui sont plus préoccupantes, naturellement, peuvent être exploitées comme des opportunités. Hein. Comme toutes les menaces, on peut les transformer en opportunités, mais dans tous les cas, ils vont changer le monde de l'économie ou minimalement de l'industrie manufacturière irrémédiablement. De la façon dont on va fonctionner aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter brièvement cette transition à très haut niveau et on va se concentrer plutôt sur 5 transitions qui vont être couvertes un petit peu plus en détail, en cohérence avec les réalités de la région dans laquelle on est aujourd'hui, naturellement, dans la région de Rouyn-Noranda. Donc, la première qu'on va couvrir plus brièvement aujourd'hui, c'est la première en haut à gauche, la autarcique. Donc, c'est tout l'accès vital au marché d'exportation qui est plus un acquis, qui ne l'était pas même avant la COVID, avec un protectionnisme qui était déjà une tendance qui s'accentuait, mais que ça s'est accentué durant la dernière année et ça met à risque naturellement les revenus d'exportation des entreprises qui sont concentrées sur peu de marchés géographiques. Donc, on va assister dans les prochains mois, prochaines années, c'est déjà commencé, à un repli sur soi des États à travers le monde et ça risque d'être un game changer en bon québécois pour certaines entreprises qui vont devoir mettre en place des bonnes stratégies d'exportation. Au niveau de la générationnelle, on parle du fameux grand dossier de reprenariat de la dernière décennie, toute l'œuvre inachevée qui continue à tarder. En sortie de crise, on sait qu'il va y avoir des entreprises qui vont être disparues, d'autres qui vont être nées des cendres de la crise. Celles qui vont survivre vont avoir été fragilisées, c'est certain, si ce n'est pas au niveau de l'organisation, c'est au niveau financier ou autre. Donc, qu'est-ce que ça va être l'impact sur l'attitude des propriétaires cédants en fin de carrière? C'est certain que ça reste à voir, mais à la sortie, il risque d'avoir un certain attentisme ou une patience. Naturellement, une polarisation aux deux extrêmes, là, des gens qui vont vouloir se sortir, d'autres qui vont vouloir attendre et revaloriser l'entreprise. Dans tous les cas, est-ce qu'on va assister à un boom entrepreneurial manufacturier? Ça reste à voir. Au niveau de la transition financière, maintenant, transformation des paradigmes financiers, cette transition-là est à 2 niveaux. D'un côté, les entreprises qui vont devoir créer une fonction de finance qui est stratégique, qui a forte valeur ajoutée dans l'industrie et dans leur entreprise, qui va aider les autres fonctions par leur intelligence et non être une simple fonction de support. Ils vont devoir devenir une fonction stratégique dans l'entreprise. Et également au niveau des industries financières, les institutions financières vont devoir adapter leurs produits financiers. On parle de digitalisation. Vous allez voir avec la transition technologique que Louis va parler un petit peu plus tard. C'est sûr que ça requiert une adaptation des produits financiers. Les institutions financières ne pourront pas offrir les mêmes services, les mêmes produits de la même façon. Ils vont devoir avoir gestion de risque 2.0. Ce n'est pas les mêmes risques qui sont générés par une digitalisation de l'industrie manufacturière, transformation des modèles d'affaires, des choses comme ça. Donc, il va y avoir une adaptation qui va être requise. La transition matérielle, tout l'engouement pour les matériaux durables, recyclés, à forte valeur ajoutée, tous les matériaux avancés qui sont dans un contexte là, de forte croissance, entre autres dans un contexte d'allègement des matériaux. On parle entre autres d'électrification des transports qui génère beaucoup ce vecteur-là dans la transition, sans oublier tous les matériaux qui vont être reliés à la crise sanitaire, des nouveaux aluminiums antimicrobiens, par exemple, des choses comme ça qui ont été créées pendant la crise, qui vont ressortir là, durant les prochains mois, prochaines années. Transition régionale maintenant, toute la pression financière sur les municipalités en sortie de crise, Investissement Québec qui est maintenant présent sur le terrain des 17 régions administratives, donc tous les gouvernements de proximité, les municipalités, les MRC, les organismes de développement économique qui vont devoir ajuster leur offre d'appui en conséquence de cette nouvelle réalité-là. La transition circulaire, qui est toute la réponse économique au changement climatique. Hein, on parle d'un positionnement différencié que ça permet cette réalité-là. Puis on a des ressources qui s'amenuisent, puis des rebuts de l'un qui deviennent éventuellement la matière première de l'autre avec le modèle circulaire. Donc, toute la tendance marquée vers l'achat local régional va aider à contribuer à accélérer la transition circulaire. Finalement, la transition écosystémique, on a un écosystème d'affaires québécois, on le sait au Québec, qui est exceptionnel, qui est prêt à propulser l'ère des transitions. On a des entreprises qui devront compter sur plusieurs fournisseurs stratégiques pour réussir la transition technologique. Puis on est chanceux. On a un fort contingent québécois de fournisseurs 4.0 pour les accompagner. Donc, ça va être important d'en faire usage. Puis le meilleur exemple, c'est des gens qui sont même autour de la table aujourd'hui, des partenaires comme Synchronex qui présentent la tournée aujourd'hui, Investissement Québec Cric et bien d'autres partenaires comme Nordostello et d'autres qui sont là, qui sont forts, qui sont prêts à aider la transition 4.0. Donc ça va être important comme levier pour la transition technologique. Donc, justement, Louis, commençons avec la transition technologique tant qu'à être dans cette foulée-là. Tout
à fait. Donc, la transition technologique, c'est la mère, je dirais, de toutes les transitions. C'est celle qui est face à nous, qui est incontournable. On ne peut pas y échapper. On a vu que les sondages ne sont pas nécessairement trop flatteurs, comme quoi un large contingent d'entreprises sont actuellement encore en évaluation, à regarder ça passer et à se dire, est-ce que c'est pour moi, ça, la transition technologique, la transition numérique de mon entreprise? L'automatisation avancée, etc., pour devenir plus productive, devenir plus innovante, pour devenir plus compétitive. Maintenant, on voit que le sondage de Statistique Canada, comme quoi une entreprise sur deux croit que ce n'est pas nécessaire à la poursuite de ses activités. C'est sûr qu'à lire ça, ça nous dérange un peu et la BDC nous dit que 80% des PME au Québec traînent de la patte et tardent à prendre le virage technologique. Bien, il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a dans la tête des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises. Ici, c'est un travail qui a été fait par des comités de la FCCQ, le comité manufacturier innovation exportation. Et on voit que plusieurs freins sont dans leur tête. La perception de complexité qui, entre vous et moi, n'est pas une excuse. Avec toute l'aide qu'on a, Antoine a nommé plusieurs acteurs, dont Synchronex et partout au Québec. Donc, franchement, comme on dit chez nous, en bon québécois, c'est un peu une défaite, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi l'incertitude sur le retour sur l'investissement. Je vais y revenir dans quelques instants, mais le manque de main-d'œuvre est souvent retenu ici. Et l'écart de compétences, comme quoi les entreprises n'ont pas les employés avec les bons registres de compétences pour jouer dans cette cour-là. Alors, c'est certain que encore la main-d'œuvre qui nous rattrape ici. Et là-dessus, il y a des solutions. On est en bien meilleure posture que nous l'étions à cet égard-là. Et il y a de l'aide externe aussi qui est disponible, comme je disais. La méconnaissance des partenaires d'accompagnement, c'est drôle, j'entends ça depuis des années. Je ne sais pas à quel sein me vouer, je ne sais pas qui appeler, etc. On entend encore ça. L'offre, elle est abondante, elle est très... il y a une richesse dans notre offre extraordinaire, mais on est encore pris avec cette espèce de guichet unique qu'on recherche où on se dit, on sait tout de suite où appeler si on a besoin d'aide pour ça. Maintenant, ce qui ressort beaucoup, quoi faire si on veut maintenant, on fait quoi avec ça comme entreprise, puis on va insister là-dessus aujourd'hui. Bien, c'est sûr, c'est de se faire un plan de match. Puis le plan de match, il commence par s'informer. Il y a tellement d'informations sur la transition technologique qui circulent. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas au moins pouvoir se faire une tête dans un premier temps. Les diagnostics sont disponibles aussi, celui du gouvernement du Québec, le diagnostic 4.0. Maintenant, il y en a d'autres qui sont sur le marché aussi. Il y en a certains qui sont à plus haut niveau, plus légers, comme celui de la BDC, celui de Bridger, etc. Il y en a plusieurs. Et se développer une feuille de route une fois qu'on a fait le diagnostic de sa maturité numérique, de voir on commence où, qu'est-ce qui serait un bon premier projet pilote à faire dans l'entreprise, qui peut m'aider à faire ça, etc. Et où le bas blesse souvent, c'est monter le dossier d'affaires. Alors, je pense que c'est une opportunité pour les institutions financières et les organismes d'appui plus techniques également d'avoir une offre au niveau de pouvoir les aider à monter un dossier d'affaires. On a de la difficulté à évaluer les coûts, on a de la difficulté à évaluer les retombées, le retour sur l'investissement et le temps de recouvrement. Ça demeure un frein majeur avant qu'on puisse implanter une solution. Mais encore une fois, il y a de l'aide qui est au rendez-vous. On pense que COVID-19 a fait beaucoup réfléchir les propriétaires d'entreprises qui ont vu que le secteur des services a été, ma foi, sauvé par le numérique. Le secteur des services, à bien des égards, s'en est bien sorti. Et donc, voit que le secteur, que la transition numérique va pouvoir aider également le secteur manufacturier à être beaucoup plus compétitif ici et ailleurs sur la planète et qu'il faut bouger. Et en autant que le financement est au rendez-vous, le gouvernement du Québec a fait
une profession, ma foi, de foi, à plusieurs égards, de plusieurs ministres. Ça a été dit et redit. Il y a de l'argent disponible pour aider les entreprises à réaliser ce grand défi. Encore une fois, les entreprises ne pourront pas le faire seules. La plupart des entreprises vont avoir besoin d'aide et cette aide-là financière, elle est là aussi. Les institutions financières, les institutionnels au Québec l'ont dit également. Et encore une fois, il n'y a pas d'excuse pour aller de l'avant avec la transition technologique. Maintenant, pour la prochaine transition, merci Louis. On passe avec quelque chose qui est très connecté avec justement cette transition-là, donc la transition expérientielle. C'est quoi la transition expérientielle? C'est toute l'économie de produits qui est challengée par la nouvelle ère de l'expérience client. C'est une grande tendance qui s'en va, qui amène le secteur manufacturier vers cette notion de servicification des produits-là, un mot avec beaucoup trop de syllabes, servicification, qui fait en sorte que le produit devient de moins en moins la finalité, mais qui devient plutôt un contributeur, si on veut, à l'expérience client. Donc, l'idée de servicification, c'est pas compliqué, c'est qu'on prend un produit, on y rajoute une certaine notion d'expérience et tout d'un coup, on transforme ça en un service. Donc, exemple, plutôt que de vendre un moteur, on vend des heures de vol. Donc, on vend un service, on s'occupe de la maintenance, on s'occupe de la mise à jour, on s'occupe du produit, on garde la possession du produit, mais on vend un service entourant ça. Ou exemple, on continue à vendre un produit, mais on vend un service qui vient se rattacher. Donc, on vend, exemple, une imprimante, mais ensuite, on s'occupe de la mise à jour de l'imprimante, on s'occupe de la maintenance, on s'occupe de feeder les produits, les consommables, et on s'occupe de tout ce qui vient autour de ça, du service pour linker les ordinateurs aux imprimantes et ainsi de suite. Donc, ça, c'est deux exemples caricaturaux, mais c'est tout pour montrer l'idée que finalement, le produit devient seulement un contributeur à l'expérience client et non la finalité en soi. Donc, la COVID a forcé beaucoup d'entreprises justement à se repositionner, changer agilement leur modèle d'affaires pour rendre disponibles leurs services, leurs produits, leurs offres à distance, qui les a déjà poussés vers cette logique-là de servicification. Mais aussi, la COVID a aussi forcé ou accru l'importance de l'expérience client. Les entreprises qui avaient une bonne expérience client dans toutes les facettes de leur entreprise avaient généralement plus de succès dans la dernière année que celles qui n'en avaient pas ou qui avaient une moins bonne expérience. Puis naturellement, si vous comprenez de mes propos que la transition expérientielle a été rendue possible, entre autres grâce à la transition technologique dont Louis vient de faire référence, dont toute la notion de digitalisation qui contribue largement à cette réalité-là. Maintenant, les consommateurs, autant les citoyens comme les entreprises, comme les sociétés publiques, dans tous les secteurs d'activité, ne consomment plus de la même manière. Les consommateurs sont avertis, consomment en ligne, ils recherchent une expérience plus qu'un produit. Cette réalité-là qui était déjà présente avant la crise s'accélère durant la crise et après la crise. Donc, on le voit, c'est une réalité qui va perdurer. La tendance vers la transition plutôt vers la servicification dans le secteur manufacturier va aussi permettre d'éviter des grosses sorties de fonds en CAPEX pour la clientèle avec des nouveaux modèles d'affaires. Donc, si, exemple, on vend des heures de vol au lieu de vendre un moteur, c'est sûr que le manufacturier maintient le contrôle sur son produit. Donc, il a une entrée de fonds qui est différente du premier coup, mais avec le recurring, les revenus récurrents, va faire en sorte d'amener un modèle financier assez intéressant. Et à l'inverse, pour le client, ça évite d'avoir à considérer des grandes sorties de fonds. Donc, c'est un bon incentive d'aller de l'avant. C'est un bon incitatif, d'aller de l'avant. Et en même temps, ça permet pour eux de déplacer les sorties de fonds dans le temps et également de faire en sorte que c'est plus facile d'entrer ça dans ces OPEX que dans ces CAPEX, disons. Donc, c'est très attrayant pour les clients également. Maintenant, quoi faire avec ça? Comment procéder? La première chose à savoir, c'est certain, c'est de la considérer dans sa planification stratégique. Si on ne considère pas la notion de transition expérientielle dans notre planification stratégique, on part de loin. L'idée, c'est que ça, c'est une transformation du modèle d'affaires, une transformation du modèle de revenu. Il faut que ce soit considéré aux plus hautes instances, c'est-à-dire dans la réflexion pour un plan stratégique, un plan de croissance, puis une refonte de modèle d'affaires. Il faut aller le plus fondamental possible dans cette réflexion-là. La deuxième chose, c'est prendre conscience des besoins évolutifs des consommateurs pour y répondre de manière créative et unique. Quand on parle d'une transformation du modèle d'affaires ou quand on parle d'une transition expérientielle, il faut comprendre c'est quoi les mots, les irritants de nos clients, c'est quoi leurs attentes, qu'est-ce qu'ils cherchent à créer en achetant ce produit-là, qu'est-ce qu'ils cherchent à atteindre comme objectif. Il faut y répondre maintenant de manière créative
pour enlever, réduire tous ces frictions-là, ces irritants-là, mais de manière complètement différente de l'approche traditionnelle ou encore de l'approche que les concurrents utilisent. Troisième chose à faire, c'est identifier les opportunités de création de valeur. Maintenant qu'on a compris la réalité des besoins du client et comment ils évoluent et comment ils vont évoluer dans le temps, quelles opportunités est-ce qu'on a de créer de la valeur sur certains irritants critiques, essentiels, puis à quel endroit est-ce qu'on peut avoir une différence majeure. Puis la dernière étape, c'est évaluer les impacts sur le modèle d'affaires. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça va changer au niveau du modèle d'affaires? Comment ça change notre modèle de revenu? Conséquemment, comment ça change le reste de notre organisation? Aller avec une approche où on conserve le produit, puis on change vers une approche de service, demande des nouvelles expertises, des nouvelles compétences. Donc, le modèle d'affaires en est affecté. Il faut voir tous les effets qui découlent de ça pour être capable de le mettre en œuvre de manière optimale. Je repasse maintenant la parole à Louis pour la transition inclusive. Tout à fait. Merci, Antoine. Donc, transition inclusive, transition tout aussi importante. On sait que la croissance migratoire, soit les travailleurs issus de l'immigration qui travaillent dans nos entreprises manufacturières, c'est 80 de la croissance démographique du Québec. On fait moins d'enfants, ou on en fait encore un peu, mais on en fait moins qu'à une autre époque. Et si on regarde le graphique de gauche avec les courbes, ce n'est pas compliqué. Il y a une corrélation parfaite entre hausser le seuil d'immigration et la croissance économique du PIB. Alors, vous avez juste à rajouter plus de main-d'œuvre, puis la croissance économique monte. Alors, c'est devenu maintenant central, cette question. On a vécu et on vit encore une grave pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier. Et ça va être comme ça pour des années à venir encore. Et donc, encore une fois, ce n'est même plus une question qu'il faut se poser. On a absolument besoin des travailleurs de l'immigration. Il y a eu une pause pendant la période COVID, comme on peut imaginer. Mais reste que les défis qu'on a avec ça, ce n'est plus tellement l'acquisition de travailleurs, puisque le gouvernement est aidant à ce niveau-là avec beaucoup de services, les gouvernements au pluriel. Beaucoup d'organisations aussi ont développé des offres de services à ce niveau-là. Donc, encore une fois, ici, il n'y a pas d'excuse de se dire qu'on est seul pour être capable de renflouer nos effectifs dans nos entreprises manufacturières avec des travailleurs issus de l'immigration. Maintenant, le vrai problème, c'est de garder nos travailleurs issus de l'immigration en région. Comme on sait, toute personne recherche un milieu de vie, recherche pas seulement qu'un emploi, mais un milieu de vie. Alors, certaines régions n'ont pas été assez rapides à se mettre à niveau, faire en sorte d'avoir la grande table de tous les acteurs sociaux, économiques et gouvernementaux d'une région pour dire est-ce que, au niveau du logement, on répond aux attentes de ces travailleurs-là, au niveau des services dont ils ont besoin, etc. Donc, certaines entreprises manufacturières dans certaines régions où c'est peu organisé ont dû même, ma foi, devenir des aubergistes, parfois des transporteurs. C'est incroyable les histoires qu'on entend. Alors, ce n'est pas nécessairement les premiers métiers des entreprises de faire ça, mais ils doivent le faire parce que c'est très important de faire en sorte que les travailleurs vont pouvoir rester dans nos régions parce qu'ils vont trouver une vie là-bas, autant qu'un emploi. Parce que sinon, le réflexe naturel serait peut-être de retourner vers les grands centres où déjà leur communauté se retrouve là-bas. Alors, encore une fois, il faut absolument agir là-dessus et les entreprises doivent mettre aussi une certaine pression sur les organismes et, gouvernementaux et non gouvernementaux dans leur région pour s'assurer que le milieu d'accueil se retrouve là. Maintenant, quoi faire, c'est aussi à l'intérieur des entreprises. Donc, on entend toutes sortes d'histoires où parfois l'intégration a été plus difficile. C'est une question qui est culturelle aussi. Donc, il faut que ça commence en haut de l'organigramme par la première dirigeante ou le premier dirigeant et l'équipe d'avoir un plan de match sur l'inclusion et l'intégration des personnes et s'assurer que tout le monde est du bon côté de l'équation au niveau des employés. Donc, ça prend un leadership pour faire en sorte qu'on va avoir un plan d'intégration
et qu'on va pouvoir tous travailler ensemble de manière très harmonieuse. Et ça peut se faire, il y a de l'aide pour faire ça aussi. Et de toute façon, c'est la seule solution qu'on a si on veut continuer à opérer. Et les entreprises se retrouvent avec des avantages, des bénéfices, des personnes qui ont des profils très intéressants, qui parfois même sont un peu surqualifiés. Donc, c'est, comme on dit chez nous, l'essayer, c'est l'adopter. La transition communicationnelle, celle-là aussi est arrivée beaucoup avec COVID, où les entreprises manufacturières, je ne dirais pas, ont été réfractaires, mais n'ont pas toujours trouvé le besoin d'aller vers les communications, notamment d'être très actifs sur les médias sociaux et aussi de travailler sur leur marque de commerce. Et souvent, elles nous disent, bien, on connaît nos clients nous connaissent, on n'a pas besoin trop de mettre du temps dans ça. Mais on s'est rendu compte que les communications aussi ont sauvé les entreprises pendant COVID-19, autant à l'interne avec des employés qui étaient très nerveux, certains qui ont été mis à pied temporairement, qui sont revenus, beaucoup d'anxiété. Et les communications internes ont été capitales dans la continuité des affaires. Alors, autant on a vu une augmentation assez marquée des communications internes, mais à l'externe aussi, on a vu avec la pénurie de main-d'œuvre, la marque employeur, c'est devenu le sujet de l'heure, ma foi. Aussi, beaucoup de fournisseurs et de partenaires maintenant ont cette offre de service-là pour aider les entreprises à faire en sorte qu'elles sont attractives également sur le marché pour attirer les ressources chez elles. Donc, encore une fois, l'aspect communicationnel est devenu très, très, très important. Et par rapport au côté sanitaire aussi, même en sortie de crise, on génère la confiance, ma foi, avec les communications réussies à l'interne et à l'externe. Et c'est très, très important. Quoi faire maintenant? Bien, c'est sûr que ça prend un plan de match, un plan de communication. Souvent, très peu d'entreprises manufacturières, peut-être à part des très grandes, ont un plan de communication, à savoir comment je fais pour être une entreprise qui va être connue, qu'on va comprendre ce qu'on fait et qu'on va être reconnu pour ce qu'on fait aussi. Donc, quels sont mes messages prioritaires? Quels sont les moyens, les canaux de communication, puis comment vais-je pouvoir capitaliser sur les médias sociaux, ma foi, qui sont une manière peu chère de pouvoir se faire connaître pour les bonnes raisons. Et on a vu des exemples de vraies transformations. Moi, j'ai vu des entreprises qui n'avaient jamais envoyé un post LinkedIn de leur vie. Là, et maintenant, c'est extraordinaire de voir la transformation complète de leur image et à quel point on les voit, le gouvernement les voit aussi. Les entreprises se disent je n'ai pas l'attention des gouvernements, je n'ai jamais de subvention, mais le gouvernement, êtes-vous sur l'écran radar du gouvernement êtes-vous sur l'écran radar de ceux à qui vous voulez parler, à ceux dont vous voulez vous faire connaître? Oui, donc maintenant, conséquemment à la transition communicationnelle, il y a la transition préventive, en fait. Donc, la transition préventive, c'est quoi? C'est toutes les entreprises et également les organismes qui sont associés à la transition, à l'industrie manufacturière, pardon, qui vont constamment être dans un état de préparation adéquat pour faire face à des perturbations futures, que ce soit des crises économiques, que ce soit des guerres commerciales, des pandémies, des catastrophes naturelles ou tout autre événement dommageable avec un indice élevé de dangerosité ou de criticité qui pourrait mettre à risque les organisations en les rendant plus vulnérables ou même inopérantes à court terme, va faire en sorte que les entreprises vont devoir être toujours constamment dans un état de préparation. Et c'est pour ça qu'il y a certaines meilleures pratiques qui s'ajoutent à la nouvelle réalité. Dans un premier temps, la mise en place d'un processus de gestion de risque qui va être mis à jour régulièrement. Les entreprises vont travailler avec des départements qui vont gérer leurs risques, qui vont mieux les identifier, les risques qui vont prémunir des risques qui sont connus ou qui vont essayer d'atténuer des conséquences potentielles de risques qui ne peuvent pas voir venir, comme des pandémies, des choses comme ça. Quoique maintenant, on est un petit peu plus conscientisé à ça. On va avoir des prévisions financières qui vont être adaptées également à ces réalités-là, des stocks, des inventaires,
des réactions financières, des stratégies financières qui vont être adaptées à toute cette nouvelle réalité-là de gestion de risque. La deuxième meilleure pratique, c'est la mise en place d'une veille des tendances potentiellement perturbatrices. Donc, les entreprises, non seulement vont mieux gérer leurs risques, mais vont devoir également avoir une meilleure tendance, une meilleure vigie sur les tendances, mieux comprendre qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui risque de m'affecter positivement, négativement. Et ce n'est pas juste en lien avec des risques plus macro, comme des pandémies, des crises économiques ou autres. Ça peut être en lien avec la concurrence, avec beaucoup de diverses sources. Et cette réalité-là de vigie va être critique pour avoir une meilleure gestion des risques, mais également une meilleure gestion des opportunités. La troisième chose, ça va être le développement de scénarios et de processus qui sont à réaction à des événements potentiels, donc un peu équivalent, comme on le dit, au système militaire DEFCON, où on a un niveau d'alerte qui est correspondant à une réaction connue d'avance par tous. Donc, on va savoir s'il se passe telle chose, on réagit de telle façon. S'il se passe telle autre chose, on réagit de telle autre façon. Donc, cohérent avec les processus de gestion de risque et notre vigie, on va être en mesure d'avoir des bons scénarios de réaction à des processus, à des événements, à des perturbations. Et naturellement, entourant tout ça, il va y avoir d'autres notions comme les entreprises qui vont devoir développer des modèles d'affaires qui sont plus uniques, plus difficilement imitables et qui sont même crisis ready, donc qui sont en mesure de résister à des perturbations. Comme le disait Louis un petit peu plus tôt, les entreprises qui vont devoir développer des stratégies de communication plus proactives autant à l'interne qu'à l'externe et des stratégies de main-d'œuvre qui vont être adaptées à ces nouvelles réalités-là. Donc, avec ces meilleures pratiques-là, les 3 qui sont mentionnées ici, plus les 3 autres que je viens de mentionner seulement oralement, on va voir des entreprises qui vont être plus en mesure d'être préparées à des perturbations. Et c'est justement des discussions qu'on va avoir dans quelques minutes avec Éric de Technosub sur cette transition-là, donc la transition préventive. Mais avant d'aller à l'entrevue, une petite conclusion de la part de Louis. En conclusion, je pense que ce serait un euphémisme de dire que les entreprises manufacturières ont été résilientes durant la crise COVID-19. On est tombé dans l'inconnu total du jour au lendemain. Rappelez-vous le fameux vendredi 13 mars 2020 où on a fermé l'économie, où tout s'est écroulé. Et on a des entreprises manufacturières dans un premier temps dans les secteurs essentiels qui ont tenu le fort et d'autres qui sont revenus aux affaires un peu plus tard et qui ont réussi à naviguer dans les vagues plutôt houleuses de COVID-19. Mais ce qui est un paradoxe, c'est qu'on s'est comme habitué, là. On navigue puis ça va bien. Et là, on se dit, oh, là, il va falloir sortir de ça maintenant. On sort de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la fin des subventions salariales. Ça veut dire de réfléchir vraiment aux investissements que l'on doit faire au retour. Ça veut dire le télétravail, combien de pourcentage de télétravail qu'on va devoir garder, soit parce que les employés vont le demander ou soit parce que l'entreprise va se faire comme elle devrait se faire une politique de télétravail. Et aussi par rapport aux approvisionnements de l'entreprise, on a dû, avec raison, raccourcir les chaînes d'approvisionnement et acheter local et régional davantage, ce qui est une très bonne chose pour l'économie du Québec. Mais là, est-ce que le naturel va revenir au galop? Alors, beaucoup de questionnements actuellement sur la sortie de crise. Mais une chose est sûre, il est clair que le secteur manufacturier québécois est la carte maîtresse de la sortie de crise de notre économie. Seul un secteur de la fabrication fort et résilient va permettre d'atteindre la souveraineté manufacturière dont on a gravement manqué en début de crise, dans des secteurs névralgiques de l'économie qui nous permettent, ma foi, de préserver notre sécurité nationale, de maintenir des emplois de qualité bien rémunérés, comme on a dit tout à l'heure, de créer de la valeur avec nos exportateurs, de miser sur l'innovation des procédés, des produits et de l'expérience client, et oui, d'apporter une contribution significative aux finances publiques. Donc, sans secteur manufacturier en pleine santé, point de salut pour notre économie. Mais il est clair qu'on a passé à travers cette crise-là. On va réussir une sortie remarquée, j'en suis certain. Et le secteur manufacturier, une fois de plus, va répondre à l'appel et faire en sorte qu'on ait une création de richesse au Québec et une société québécoise
heureuse et en santé. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Louis. Belle conclusion, très mobilisatrice. Merci pour ça. Et donc, merci également pour la conférence. Donc, on va maintenant passer à notre entrevue, à notre panel. Donc, j'ai la chance d'être accompagné pour cette entrevue inédite-là par Éric Beaupré, nul autre. Donc, président, CEO d'un fleuron de la région, Technosob. Donc, bienvenue, Éric, bienvenue parmi nous. Merci. Super. En même temps, c'est une bonne façon de tester si le micro fonctionne. Donc, c'est parfait. Tout est beau. En fait, commençons avec une petite question de réchauffement. Je vais tasser ma caméra ici pour mieux te voir. Commençons avec une petite question de réchauffement ici. On sait que la COVID-19, disons, a été une surprise pour tout le monde. Hein? C'était pas... disons qu'il n'y a personne. En passant, je vais arrêter mon partage d'écran. Mes excuses. J'arrête ça tout de suite. On va avoir plus de qualité visuelle ici. Et ici, c'est terminé. Voilà. Donc, on sait que la COVID-19 était une surprise pour tout le monde. Il n'y a personne qui avait vu ça venir, du moins pas avant 2019-2020. Là, oui, on l'a vu venir quelques semaines d'avance, mais c'est pas mal ça. Dans quel état de préparation Technosob se trouvait avant l'annonce gouvernementale de mars dernier qui a mené là, à une fermeture partielle de l'économie? Et même aussi au début de la situation. Ça ne devait pas durer très longtemps. On s'est dit, tout le monde, un peu naïvement, un peu de wishful thinking, comme disent les Anglais, on s'est dit, ça va passer, donne-nous quelques semaines, quelques mois, c'est réglé. 1 an plus tard, on voit où on en est. Donc, comme tout le monde, vous étiez dans l'inconnu. Mais comment vous êtes préparé à l'époque? Comment vous avez fait en sorte que vous soyez, là, vous réduisiez l'impact de la pandémie quelques semaines, quelques mois plus tard? Je vais te dire, Antoine, ça a été quand même tout un branle-bas de combat parce qu'on n'était vraiment pas prêts. Moi, j'étais dans un show minier à Las Vegas. J'ai dû revenir d'urgence. On ne savait pas c'était quoi le télétravail, Zoom, Teams. Je n'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Puis, nous autres, une de nos grandes valeurs, c'est la flexibilité dans notre organisation. Puis ben, là, on l'a testé solidement. Quand on a appris, on regardait, c'est sûr, comme tout le monde, les annonces gouvernementales à tous les jours. Puis quand on a appris que les minières allaient fermer, premièrement, on ne savait pas si on allait être considéré essentiel. Il y avait un pan de nos activités qui l'était parce que Technosob... on fournit des pompes, là, des solutions de pompage principalement à l'industrie minière, mais aussi à tous les centres de location à travers le Canada. Donc, quand il y a des inondations, les pompes, c'est quand même essentiel. Ça fait que quand les mines ont stoppé au Québec, bon, mais là, ils nous ont dit qu'il y avait certaines équipes minières qui devaient maintenir la mine juste en opération minimale. Donc, c'est un peu du même côté ici. Il allait falloir maintenir ça d'une opération minimale. Donc, la semaine, quand on a su qu'on allait devoir fermer ou réduire considérablement nos opérations, là, ça a été le branle-bas de combat. Essayer de l'overtime à côté, c'était essayer de tout livrer ce qu'on pouvait livrer à nos clients tout de suite, les projets critiques qui attendaient. Nous autres, le printemps, c'est une période, là, comme vous le savez, où ce que la neige fond, il y a beaucoup de pompage. C'était aussi, je dirais, de remplir nos inventaires à travers le Canada. Et tout ça, là, je dis même les TI ont dû travailler fort pour s'édoper nos gens à la maison, nos ressources humaines pour tout ce qui était santé et sécurité. Donc, ça a été tout un branle-bas de combat, des journées de fou. Et ça a été... Ça a été quelque chose. Puis un des aspects qu'on a travaillé beaucoup, ça a été le plan de com. Puis je vous dirais qu'on avait des rencontres de crise à tous les matins. Puis on repartait chacun sur notre côté, l'ensemble de la direction. On allait informer nos gens. Puis même là, ben, des fois, d'un début, on a oublié du monde. On était tellement pris par le fil des événements que ça a été quand même assez difficile. Après ça, on s'est repris comme il faut
faire sûr de toucher tout le monde. Mais je suis assez fier de comment on s'est restarté, mais on essayait de faire du prédictif d'un début, puis ça changeait tous les jours, on n'était pas capable. Fait que, il a fallu s'adapter considérablement. Est-ce que j'entends peut-être quelques mots-clés dans ces propos-là? On parle de transition préventive, donc c'est tout l'accent sur la valeur de flexibilité qui vous a beaucoup, beaucoup aidé et que ça, j'imagine que les entreprises qui n'ont pas encore nécessairement développé cette valeur-là, s'ils veulent être préventifs et éviter des perturbations futures, cette valeur-là est définitivement à travailler. On entend les communications, puis toute la préoccupation pour l'humain, pour vos gens, qui semblait être d'importance primordiale dans toute cette réflexion-là, dans tout ce processus-là. Oui, il y avait beaucoup de peur de nos gens. Je vais-tu perdre mon emploi? Je vais-tu le perdre longtemps? Nous, on a des travailleurs étrangers aussi ici. Ils étaient inquiets pour leur famille à l'extérieur. C'était ça qui pressait, je dirais, le plus. C'était de rassurer nos gens qu'ils allaient tous avoir un emploi à la fin. Puis même si on ne savait pas vraiment ce que ça allait donner, cette pandémie-là, il fallait rester positif parce que le message était important, la perception de nos gens, ils nous regardaient aller. Donc, si on aurait été sur un état de panique, je pense que ça aurait fait mal dans l'entreprise. Donc, on essayait de rester toujours concis, toujours focus sur comment on allait gérer ça de la meilleure manière possible. Ce n'était pas toujours évident, comme tout le monde là, probablement qui écoute d'ailleurs, mais je suis considérablement fier de comment on s'en est sorti. Là. Ouais. Super. Puis un peu dans le même souffle, on a souvent l'impression que juste les entreprises qui ont été complètement fermées pendant la majorité ou la totalité de la pandémie, c'est surtout eux qui ont vécu des moments difficiles. Même rester ouvert, des fois, ça ne devait pas être évident avec les mesures qui étaient mises en place, un peu la peur de certains employés qui étaient préoccupés, qui étaient anxieux, qui étaient inquiets, la réalité des garderies, des ci, des ça. Oui. Des fois, on pense beaucoup aux gens qui ont dû fermer et avec raison, mais même les entreprises comme TechnoSub qui sont restées en opération, avez-vous, vous aussi, vécu des moments difficiles? Puis si oui, comment vous avez relevé ces défis-là en restant ouvert en opération, surtout au début de la pandémie où il y avait beaucoup d'inconnus? Bien, il faut le dire, on restait ouvert, mais tous les employés de bureau étaient à la maison. On avait à peu près, nous, on a environ 80 mécaniciens, machinistes ici qui travaillent dans l'usine. On en avait à peu près 3-4 parce qu'on était minimum, un peu comme les minières l'étaient. Notre grosse crainte, c'était que, puis tantôt Louis parlait de souveraineté manufacturière. C'était ça ma crainte parce que nous, les mines, c'est nos clients à travers le Canada. Donc, on avait, par exemple, un client en Colombie-Britannique qui était nerveux. On n'était pas capable de livrer dans les délais prévus et les mines ailleurs, dans les autres provinces, n'étaient pas fermées. Moi, ça me causait problème le fait que je sois obligé de l'être ici ou en minimum. Je ne pouvais pas livrer les commandes juste en Ontario. Ici, on est dans un horizon là, très proche des mines du nord de l'Ontario qui sont nos clients. Ils nous regardaient aller. Ouais, au Québec, vous êtes fermés. Quand on a eu l'annonce du gouvernement que les mines allaient réouvrir et être reconsidérées essentielles, on a ramené graduellement nos gens, mais ça a été une de nos grosses craintes. Et il a fallu manager les attentes des clients. Puis moi, j'avais le sentiment, je me disais, ils vont se dire, on a fait un mauvais choix en allant à TechnoSub, ils sont au Québec. On aurait dû justement prendre une entreprise manufacturière de notre province. Moi, je me suis dit, tabarouette, on va se faire ramasser dans le futur. Tu sais, ça peut être bon des deux côtés, mais ça a quand même des impacts. Là, le fait, là, tu sais, je comprends que probablement qu'il y a des minières qui vont se tourner vers des manufacturiers québécois, beaucoup plus, les minières qui sont au Québec, mais ça pourrait être... c'est ça, c'est un couteau à deux tranchants quand même, là, je ne sais pas si vous me comprenez. L'autre chose,
ce qui nous a aidé, c'est les inventaires dans les succursales. Moi, un des gros défis, j'ai eu le COVID et je suis un des premiers d'ailleurs à Rouyn-Noranda, malheureusement, à l'avoir eu. Et j'ai ramené ça de Las Vegas et je me suis placé en isolation tout de suite. Mais j'ai dit ça à mes partenaires d'affaires le samedi soir. J'avais été passer mes tests le mardi. Et le samedi soir, je dis ça à mes partenaires d'affaires. Le lendemain, j'ai 5 journalistes qui m'appellent. Qu'est-ce que je fais? Le bouche à oreille est incroyable. Alors, ça pressait d'avertir nos gens, parce que là, ça commençait à circuler sur les réseaux sociaux, ça pressait d'avertir nos gens tout de suite pour contrôler le message. Il y avait même, donc, le plan de com aux employés était essentiel et je l'ai fait par lettre, je l'ai fait par Facebook, on a un site interne, et même les minières. On avait de la difficulté dans certaines mines de notre région à livrer parce qu'ils avaient entendu parler que c'était COVID chez nous, les fausses perceptions, les rumeurs et tout ça. Donc, il fallait manager ça. Et on parlait de communication tantôt, là, ça a été une des grosses choses, je vous dirais. Là. Fait que rester ouvert, ça avait ses pour et ça avait ses contre, puis ça a été des défis quand même. Vous avez relevé ça par, encore une fois, toute l'agilité, toute la notion de communication, la transparence. Je pense que ça semble être dans vos valeurs, ça semble être dans votre ADN. Et puis ça risque d'être un game changer pour des entreprises qui veulent mieux se prémunir là, pour d'autres perturbations comme ça. Oui. Super intéressant. Puis justement, après les débuts de la crise, vous avez eu malgré tout beaucoup de succès. Vous avez eu un bon succès à travers les derniers mois, la dernière année, là, après que ça se soit, disons, stabilisé. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence? Autant en termes peut-être de comment vous étiez préparé, donc proactivement face à la crise ou de manière organique avec vos valeurs, mais aussi en termes de réaction. Vous avez pris des décisions en cours de route, puis je ne parle pas juste les premières semaines, mais en cours des mois qui ont suivi durant toute la première année. Vous avez réussi à avoir du succès. Qu'est-ce qui explique ça, ce succès-là que vous avez eu à travers la dernière année? Bien, c'est sûr qu'on a quand même... c'est notre réseau géographique, je dirais. On est une compagnie qui a beaucoup d'inventaire. On a basé notre modèle d'affaires là-dessus pour répondre rapidement aux minières, à nos clients à travers le Canada. C'est reconnu ça qu'on a ça. Donc, premièrement, un bon secteur d'activité pour notre clientèle parce que les minières, l'industrie va quand même assez bien avec le prix de l'or et tout ça. Donc, un bon... de chanceux, on avait ça. Le bon secteur d'activité, des bons produits, les pompes, même si la minière est arrêtée, il y a toujours de l'eau qui rentre. Donc, c'est essentiel de maintenir des pompes. Donc, j'avais aussi un secteur au niveau des produits. Et je dirais aussi, tout ce qu'on a fait preuve là, dans la dernière année, tout ce qui est culturel chez nous, nos valeurs, là, flexibilité, confiance, engagement, créativité, ça a été quelque chose avec nos gens, là, on s'est pas mal adapté, puis même une flexibilité par région. Moi, il y a certaines mines où on ne peut pas aller, exemple, en privé, et j'ai d'autres mines, exemple, à Sudbury, mon technicien descend là 3 fois par semaine, puis il se fait tester 3 fois par semaine. Donc, il faut que tu t'adaptes par région. Donc, c'est ça. Ça fait que je pense qu'on a fait pas mal preuve de flexibilité là-dedans. Oups, excusez-moi, j'ai cliqué sur un mauvais bouton, je suis de retour. En fait, j'entends encore toujours les mêmes mots-clés. Hein? Ça revient, la transition préventive, il y a certaines notions, certains mots-clés qui reviennent, sont convergents, la flexibilité, l'agilité. On commence à le voir dans le discours. Ça va être des valeurs à développer pour plusieurs entreprises qui ne les avaient pas nécessairement. Mais j'entends dans ce que tu dis une combinaison de produits vendus qui étaient dans un secteur essentiel ou qui étaient eux-mêmes essentiels à un secteur qui n'est pas nécessairement essentiel et combiné avec une bonne posture préventive, communicationnelle, agilité. Donc, c'est la combinaison de ça. Pour certaines entreprises qui sont dans des secteurs moins essentiels ou qui ont des produits qui ne sont pas critiques, ça peut amener peut-être des réflexes d'une diversification. Des fois, on se dit, moi, je ne le suis pas essentiel, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il y a peut-être des façons de se rendre plus essentiel avec une diversification dans ses produits ou dans ses services, pas nécessairement applicable à tous, mais ça peut être pertinent de considérer pour, encore une fois,
être capable de, comme disent les Anglais, weather the storm, être capable de passer à travers les tempêtes. Définitivement, oui. Intéressant. Puis j'entends aussi dans ce que tu as dit la notion d'inventaire. Donc, c'est toute la transition entre le just in time pour passer vers du just in case. Si j'en ai besoin, j'ai les inventaires qu'il faut. C'est un investissement à faire de développer ces inventaires-là. C'est un petit peu contre les meilleures pratiques des dernières années, mais dans des contextes de prémunir des crises, ça semble être quelque chose qui vous a aidé, là, si je comprends bien. Bien, effectivement. Puis quand tout le monde fait du just in time, puis personne n'a d'inventaire. Fait que nous autres, on a basé notre modèle d'affaires là-dessus. On achète beaucoup en Asie ou au Japon. Il y avait toute la crise des containers qui nous fatiguait parce que c'est sûr que dans les ports, bien, eux autres aussi, il y avait leurs contraintes au niveau du COVID. Là, nos importations, on a là-dessus été en retard. Oui, on a eu des retards, mais nos inventaires ont compensé pour ça, nous ont permis d'attendre ça. Ça fait que ça a bien été à ce niveau-là. Super. Merci, Éric. Je vois le temps qui file, mine de rien. Oui. Juste, je continue, mais en résumé, là, disons en bref, qu'est-ce que tu as appris de la crise de la dernière année dans un contexte là, de transition préventive? Puis comment vous allez vous assurer dans le futur de pouvoir vous prémunir contre d'autres perturbations? C'est quoi un peu les deux, trois meilleures pratiques, là, puis les lessons learned là, que tu as appris durant la crise? C'est sûr, là, je peux vous parler, on a tout appris le télétravail, puis ça va rester tout ça, mais la plus grosse chose que je pense qu'on a réalisée, c'est que, je parle des mines, il n'y a plus une mine qui va fermer à cause de la COVID. Et ces minières-là vont aller chercher les outils, les produits qui vont leur permettre de rester en opération si jamais ça reproduit et de ne pas mettre fin à leurs opérations. Et tout ça passe par l'innovation. On le voit présentement. On parle beaucoup de mines automatisées, mines du futur avec moins d'employés sous terre. Bientôt, c'est quelqu'un dans son salon qui va manipuler de la machinerie sous terre. Il y a une transition qui est en train de s'effectuer présentement. Et il faut investir dans nos innovations pour se mettre à la page, être prêt pour la vague minière. Il y a plusieurs pays, dont, par exemple, en Scandinavie, qui sont très forts là-dedans, sont déjà en avance sur nous autres. Puis, en Abitibi puis au Québec, on a un parc d'équipementiers incroyable. On est capable de faire une mine, mais il est temps qu'on se mette ensemble, puis il est temps qu'on sorte un petit peu de nos vieux chaussons et qu'on innove de plus en plus. On est capable de le faire. Louis en a mentionné tantôt, il y a des beaux programmes à travers le Canada, le Québec et le Canada même. Et nous, on a un département d'innovation depuis 3-4 ans et il lève d'année en année. On met beaucoup de sous là-dedans. Et on y croit. Et ça va passer par là. Tant l'innovation pour nos produits que l'innovation à l'intérieur de l'usine pour s'automatiser le plus possible, faire face à la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi améliorer la qualité de nos produits, mais aussi aller répondre, être prêt pour la prochaine vague s'il y en a une. Très, très clair. Puis, justement, on parle du passé beaucoup, mais dans le futur, on est dans le contexte, on l'a vu, hein, on parle de pour une sortie de crise réussie quand on parle de notre édition actuelle du Point sur Québec manufacturier. Comment tu prévois que TechnoSoft va profiter de la reprise des activités économiques? Bon, on ne sait pas est-ce qu'il va y avoir une reprise économique ou un ralentissement. Ça, c'est une autre chose, mais il y a une reprise des activités qui est plus transversale. Comment vous allez en profiter pleinement, selon toi? Bien, nous autres, on s'est tapé une acquisition en plein COVID au Texas pour le Mexique. Donc, ce qu'on a hâte, c'est de traverser les frontières parce que oui, bien, aujourd'hui, on a des interactions avec notre nouvelle division par Teams, mais on ne peut pas y aller. Et on prévoit qu'on va aller chercher des synergies. Nous, dans notre modèle d'affaires, on a besoin souvent d'envoyer des équipes d'ingénierie, des chargés de projet sur des sites. Et là, c'est plus difficile, on ne peut pas le faire. Donc, c'est par des exportations, c'est par nos exportations en produits et services qu'on va y aller, l'accès à nos divisions. Et ça va se passer, je dirais, beaucoup par là. Et
profiter des tendances du marché. Il va y avoir présentement, je suis très minier, là, mais la demande pour les métaux stratégiques va être énorme dans les prochaines années. Alors, l'industrie minière, on est très confiant qu'on va profiter de la demande mondiale pour les métaux stratégiques. Ça s'en vient de plus en plus. Et c'est pour ça qu'à vitesse grand V, il faut développer nos innovations, il faut développer nos exportations, il faut être présent géographiquement où on est capable de le faire. Nous, c'est les États-Unis, le Canada et le Mexique maintenant, et on descend vers le bas. Fait que tout ça, c'est dans notre plan stratégique. Il faut penser à tout ça. Très clair, merci beaucoup. Et puis, peut-être dernière question pour toi. Un conseil pour les personnes dans la salle qui souhaitent profiter de la relance et du retour à la nouvelle normale ou encore qui souhaitent se prémunir de perturbations futures. Si tu avais un conseil à leur donner, ce serait quoi? C'est sûr que j'étais un petit peu... je parle à travers mon chapeau quand je dis ça parce qu'on était dans un bon secteur, mais soyez imaginatif si votre business est affecté, proactif. J'ai tellement vu de business qui... Je pense qu'il y en a certaines un petit peu qui se sont donné des vacances là, au début de la pandémie. Et puis, j'ai des proches qui sont en affaires, puis je lui disais, hey, tu devrais commencer à vendre en ligne, va sur vends Facebook, vends livre sur ta galerie s'il faut, mais laisse pas tes affaires aller. Et on a vu des beaux modèles, on a vu des coiffeuses qui donnaient des sessions en ligne, des entraîneurs d'éducation physique qui donnaient des sessions de gym. Il y en a qui ont été, ça a été impressionnant comment ils ont été réveillés dans cette crise-là, puis qui ont apprivoisé d'autres secteurs d'activité. Mais si vous n'êtes pas d'un naturel créatif, je pense qu'il y a moyen d'aller vous chercher des mentors ou des gens pour « Hey, qu'est-ce que tu ferais chez nous pour passer au travers ça? » Puis ça va peut-être devenir un des axes de développement de cette compagnie, de ces compagnies-là, les meilleures, mais c'est sûr qu'il y avait des secteurs d'activité qui devaient être difficiles. Et ça, je ne suis pas le juge de ça, mais personnellement, je vais tout faire pour ne pas perdre mes parts de marché, pas perdre mes ventes, puis garder notre monde. C'est ce qui m'importe. Oui. Et dans tout ça, merci beaucoup, Éric. Dans tout ça, en conclusion, j'entends des mots comme flexibilité, agilité, j'entends l'importance des communications, la préoccupation pour nos gens, pour l'humain. Ça va tout perdurer ou ça va se développer, où il faut le développer. J'entends que c'est important d'avoir peut-être des approches différentes, plus préventives, exemple des gestions de stock un peu différentes, d'avoir des meilleurs stocks de sûreté, d'avoir peut-être des stratégies adaptées, de se positionner dans des marchés ou avec des produits qui sont peut-être un petit peu plus essentiels, de s'adapter avec des nouvelles pratiques de télétravail, tout ça. Ça, je pense que tout le monde l'a appris à la dure, mais il reste du travail à faire encore pour plusieurs, de considérer, d'adapter notre organisation aux nouvelles stratégies d'approvisionnement puis à toute la numérisation, l'automatisation de nos clients. Exemple, Mine 4.0 qui est en route. Il va falloir en profiter parce que sinon, on risque de prendre des derrière. Puis il y a un autre concurrent qui va le faire pour nous. Puis, dans tous les cas, c'est important d'être imaginatif, d'être créatif. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'on ne peut pas profiter des opportunités. C'est un peu ce que j'entends dans tes propos là, des derniers 20 minutes. C'est ce que je pense sincèrement. Oui. Merci beaucoup, Éric. C'est super apprécié. Reste avec nous. Bouge pas de là. Il y a Guillaume qui va venir nous rejoindre. Maintenant, si le public, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section Q&A ou dans le chat. Que ce soit des questions pour Éric de TechnoSub, que ce soit pour des questions pour Guillaume, également un fleuron de la région, RMP, Manceau-Perron et compagnie. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour deux fleurons de la région sur le sujet préventif en général. Et également, si vous avez des questions pour moi ou pour nous en lien avec la conférence, on est ouvert aux questions. Juste en attendant que s'il y en a qui ont des questions à poser, qu'ils les écrivent, je vous lancerai peut-être une question à Éric et à Guillaume. À vous de voir qui va commencer. C'est une question à l'aveugle que je vous lance comme ça. Vous êtes des fleurons de la région. Pour vous,
laquelle des transitions qu'on a présentées aujourd'hui, soit les 7 là, un petit peu plus brèves ou les 5 qu'on a présentées un petit peu plus en détail, laquelle a particulièrement attiré votre attention et pourquoi? Y a-t-il quelque chose dans ce qui a été dit aujourd'hui qui a particulièrement là, touché une corde ou quelque chose de cette nature-là? Petite question piège comme ça, là. Bien, j'ai trouvé, tu sais, on est tous conscients de la transition numérique, qu'il faut innover, tout ça, mais j'ai trouvé intéressant que vous ameniez aussi tout le point sur la communication. Et la communication à l'interne, la communication avec nos clients, c'est tellement important. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dedans et les messages sont importants. J'ai trouvé ça le fun que vous emmeniez cet aspect-là tantôt, là. Merci, merci Éric. Guillaume? Ouais. Ben, effectivement, si je peux renchérir là-dessus, moi aussi, ça faisait partie de mes points. Des points notés, en fait, on travaille aussi là-dessus, le plan de communication, mais je pense qu'Éric l'a bien expliqué aussi, là, c'est que dans la crise, puis Louis aussi a fait une belle intervention là-dessus, mais dans la crise, c'est là qu'on s'est rendu compte que, il fallait communiquer rapidement. Puis c'est ce qui a été un enjeu aussi. Il fallait communiquer rapidement à nos employés, nos orientations pour les rassurer, pour calmer l'angoisse. En même temps, nous, on recevait aussi l'information. Donc, on était l'équipe de direction à regarder, je pense que tout le monde l'a vécu. Là. On regardait les nouvelles, on analysait un petit top chrono, on se fait une petite rencontre, puis après ça, on communique rapidement parce que nos employés, les gens qui étaient à la maison, recevaient la même information et s'attendaient à savoir notre orientation et qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, ça nous a... c'est sûr que ça ramène l'importance des canaux de communication internes et externes. Toi, tu as vécu aussi, Éric, comme tu disais, d'avoir des rumeurs envers les clients qui ne sont pas nécessairement vraies. Donc, ça nous aussi d'avoir un bon canal de communication. C'est important. Aussi, moi, ce que j'ai aimé, c'est tout le volet sur l'agilité, d'avoir des comités de veille sur les changements du marché, les changements, je pense qu'on a tous ce réflexe-là, mais c'est important et la pandémie nous l'a amené là, de dire, il faut que je sois en veille constante là, pour être en réponse aux changements potentiels futurs du marché là, au lieu de réagir en retard. Merci, Guillaume. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas compliqué. La transition préventive, la transition communicationnelle, on fait leur marque aujourd'hui. Ça tombe bien, c'était nos transitions vedettes, mais c'est deux transitions qui sont critiques et essentielles, qui vont nous permettre de mieux se prémunir de crises futures. Donc, très intéressant. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, Éric, pour le panel ou l'entrevue. C'était super apprécié. Je crois à forte valeur ajoutée. Il y a beaucoup de bons contenus. Donc, merci pour ça. On va maintenant passer au mot de conclusion de la part de Valérie. Donc, Valérie, à toi la scène. Merci Antoine. Donc, voici ce qui conclut le premier arrêt de la tournée manufacturière des chambres de commerce. Puis au nom de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, j'aimerais vous remercier pour votre présence parce que vous avez bien voulu laisser vos organisations faire une pause dans vos activités professionnelles pour participer activement à cette conférence qui nous a permis d'entendre et d'échanger sur ces 12 transitions qui changeront le secteur manufacturier québécois. J'aimerais aussi remercier nos panélistes, donc messieurs Louis Duhamel et Antoine Audy-Julien, pour leur présentation et nous avoir éclairé sur les opportunités que ces transitions peuvent offrir dans un contexte de relance économique. Et aussi à M. Éric Beaupré, président-directeur général de Technosob, une entreprise qui fait rayonner la région à l'international, d'avoir partagé avec nous leur réalité dans ce contexte de changement. Un merci particulier à Synchronex qui rend possible cette grande tournée manufacturière des chambres de commerce dont on a eu l'honneur aujourd'hui de la démarrer en Abitibi-Témiscamingue et aussi à Charles Milliard, PDG de la FCCQ, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui, par la force de notre réseau, peuvent vous offrir aux membres de la communauté d'affaires des activités pertinentes, surtout en période de transformation. Merci beaucoup de votre présence. Bon week-end à tous. Merci à tous. Au plaisir.